je remercie d'être tombée malade parce que, en fait, je suis plus la même personne qu'avant parce que je me suis rendu compte que la vie était extraordinaire. Tu as eu un diagnostic de Crohn à 18 ans. J'ai perdu beaucoup de kilos, je n'avalais plus rien, que de l'eau. Je me suis vraiment vue partir. Mais pourquoi moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait à la planète ? J'en peux plus d'avoir mal. Ah bah t'as qu'à prendre un Doliprane. Je me suis sortie de là en me disant c'est rien. Et c'est qu'avec le temps que j'ai compris que c'était pas du tout rien. Il faut même aller demander un deuxième avis. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton corps, il faut vraiment insister. Et je vois qu'il y a un truc qui va pas. Il était blanc, livide. Et il me dit je suis désolée, il va falloir qu'on vous opère en urgence, vous êtes en hémorragie interne. Donc je me suis clairement sauvé la vie. Je pense que vraiment il m'a fallu 3 ans pour faire un vrai deuil de ma santé. Jusqu'au moment où tu vis avec. Tu te dis mais comment je vais remarcher un jour, comment je vais pouvoir un jour dormir sur mon ventre. Et la vie est magique parce qu'elle reprend. Et aujourd'hui t'as 4 enfants quand même qui sortent de ce ventre aussi. Et je me suis jamais rendu compte du caractère exceptionnel d'avoir fait cette famille-là avec le handicap que j'ai. Mais bien sûr. Shame on you d'avoir un Crohn, mais je l'ai pas choisi. Je suis pas moins bien qu'une autre personne parce que je vais aux toilettes 2 fois plus qu'elle. T'es en talons et tu peux pas faire la queue. Mais quel rapport en fait ? Faut ressembler à quoi pour être handicapé dans ta tête ? C'est des handicaps invisibles. Vous voyez pas la souffrance derrière, mais il y en a. J'ai besoin de toi, maman. C'est la première fois qu'il a fait une phrase. Oh non. Tu vois, j'ai fait comme ça et j'ai dit non mais je peux pas en fait, je veux pas, j'ai peur. Je sens que tu comptes pour des gens, que ça te donne encore plus de sens à ta vie et tu t'y accroches encore plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Différemment, donc avec moi Zoé No Gluten, et aujourd'hui j'ai la chance d'être à New York, dans l'appartement de Charlotte, avec Charlotte qui m'accueille très gentiment chez elle pour enregistrer cet épisode. Alors je suis Merci à toi d'être là. Merci à toi de m'accueillir, je suis trop contente vraiment. Charlotte et moi, on s'est rencontrés déjà l'année dernière quand j'étais venue à New York pour la première fois. Il y a 1 an pile poil. C'est ça. Tu m'avais envoyé un petit message en me disant « Zoé, viens chez moi un peu plus. » Bien cuisiner à la maison, j'étais en mode sans gluten à ce moment-là. C'est ça, tu nous expliqueras pourquoi d'ailleurs. Et t'étais la lumière dans mon tunnel à ce moment-là. T'es trop chou. Vraiment. T'es trop chou. Donc voilà, donc Charlotte, tu nous expliqueras pourquoi, mais en fait Charlotte, elle est sur ce podcast parce que elle a la maladie de Crohn depuis 20 ans. Ouais. Et une spondylarthrite aussi. Une spondylarthrite ankylosante et une maladie de Crohn, c'est 2 maladies auto-immunes qui peuvent être imbriquées, qui sont des maladies inflammatoires à vie et qui sont des vrais handicaps invisibles à vie. Et tu vis avec ça donc depuis 20 ans. Ouais. Et sur tes réseaux, t'en parles un petit peu parce que Charlotte est créatrice de contenu aussi sur les réseaux, donc t'en parles un petit peu. Mais c'est pas non plus le sujet de ce que tu fais. Non. Et tu as une joie de vivre qui est extraordinaire. Enfin, tu as toujours la pêche. Alors, évidemment, c'est les réseaux sociaux. Et je suis la première à savoir qu'on partage pas tout sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais moi, je partage beaucoup quand même. Tu partages beaucoup plus que moi encore. C'est vrai. Mais je trouve que tu es un bon exemple du message que j'ai envie de faire passer par ce podcast, qui est qu'en fait, une faiblesse ne doit pas en rester une et qu'on peut la transformer en une force. Et je crois que quasiment toutes les personnes qui sont tombées malades jeunes transforment cette faiblesse en force. C'est ça. Je crois bien. En tout cas, pour avoir parlé avec beaucoup de gens, que ce soit à travers les réseaux ou dans la vie, quand on est touché par ce genre d'obstacle très jeune, on est en mode instinct de survie et chaque moment de bonheur, on a envie de le croquer à 1000% et on n'est plus là à se plaindre pour des petites choses qui vont pas. On priorise et on sait que la santé, c'est tellement important que en fait, tout prend son sens. Et enfin, moi, je trouve que je dis même que je remercie d'être tombée malade parce que en fait, je suis plus la même personne qu'avant et je pense que je suis une personne beaucoup plus positive, beaucoup plus solaire, beaucoup plus sympa depuis que je suis malade parce que je me suis rendu compte que la vie était extraordinaire et qu'elle méritait vraiment d'être vécue et que chaque moment où je me sens OK dans mon corps pour le vivre, en fait, allons-y quoi, allons-y gaiement, à fond et j'ai envie de véhiculer ça aussi sur les réseaux maintenant. Ouais, c'est incroyable. Et je peux tout à fait comprendre ce que tu dis parce qu'effectivement, quand tu as eu très très mal, c'est à ce moment-là, mais c'est horrible de dire ça, mais c'est comme quand t'as le nez bouché parce que t'as un rhume, c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait, respirer, c'est quand même un cadeau. Ouais, c'est un truc de fou, mais exactement. Mais n'importe quoi dans la vie, même une écharpe sur le doigt, quand on te l'enlève, tu dis « Ah putain, c'est un truc de fou ». Quand tu l'enlèves, tu te rends compte à quel point ça faisait mal, mais c'est un tout petit truc. Et quand tu l'as pas, que c'est un bonheur en fait. Ouais. Et je pense que ça, c'est un vrai truc de réaliser. Enfin, on te souhaite toujours la santé. On te dit toujours « bonne santé ». Ça n'a pas de sens tant que tu n'as pas compris ce que ça veut dire de ne pas l'avoir. Et c'est vrai que d'être touchée par des maladies aussi lourdes très jeune, parce que moi, je me suis rendu compte à l'âge de 18 ans que j'avais un Crohn, au moment où tu as envie d'être belle, au moment où tu as envie d'être fraîche, au moment où tu as envie d'être jeune, d'avoir de l'énergie, tu rentres à la fac, etc. On te coupe un peu l'herbe sous le pied comme ça. Et c'est vrai qu'au début, c'est très difficile, mais je crois qu'on en devient vraiment la meilleure version de soi-même. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu alors ton parcours? Parce que moi, je ne le connais pas encore. Donc, tu as eu un diagnostic de Crohn à 18 ans. Comment est-ce qu'il est arrivé? Comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Alors en fait, à 18 ans, donc je rentre à la fac de droit. Tout va bien, machin. Et je vais au milieu de l'année
en République dominicaine en vacances. Alors, je te dis ça, c'est pas un détail, parce qu'apparemment, ça a pu déclencher ma maladie. Parce qu'en fait, la maladie de Crohn, c'est quelque chose que tu as dans ton code génétique, mais c'est une maladie auto-immune que tu peux donc, elle peut se révéler ou pas. Donc, ça veut dire la maladie cœliaque, Voilà, donc tu peux vivre toute ta vie avec ce gène, en fait, mais qui ne va pas se révéler. Et donc, moi, j'étais OK jusque-là. Enfin, j'avais quand même eu beaucoup de douleurs au ventre quand j'étais jeune, vers l'âge de 11-12 ans. On avait fait beaucoup de radio et tout, on n'avait jamais trouvé. Ma mère me dit que je suis née avec du sang dans la bouche. Ils m'ont fait une fibroscopie à 4 jours. Donc, je pense qu'il y avait quand même déjà des traces de choses, mais on n'avait pas mis de mots. Et donc, je vais en République dominicaine. Et en rentrant de ça, je suis plus la même. Je suis très, très, très fatiguée. J'ai du sang dans mes selles. Je m'endors tout le temps sur mes fiches de cours, etc. Donc ma mère commence à m'engueuler big time. Mais pourquoi tu t'endors tout le temps? Mais t'as tes partiels dans pas longtemps, machin et tout. Et je finis par lui dire, mais maman, tu sais, je sais pas, je me sens pas trac, puis j'ai du sang dans les selles, quoi. Et là, elle me dit, écoute, ça peut être rien comme ça peut être quelque chose, parce qu'effectivement, ça peut être juste, par exemple, des hémorroïdes internes ou externes, je sais plus. Enfin voilà, ça peut être rien en fait, comme ça peut effectivement être le signe de quelque chose de plus grave. Et comme ma grande sœur se mariait dans le même mois, elle m'a dit, écoute, on marie ta sœur et puis on verra plus tard. Sauf que arrive le jour du mariage de ma sœur. Donc, elle s'est mariée sur la côte. Et je me rappellerai toujours. On est là, c'est festif et tout. C'était un mois avant mes partiels. J'étais hyper stressée et tout. Et je peux pas aller habiller ma sœur parce qu'on a la coutume d'habiller les mariés. J'ai pas pu aller l'habiller. J'étais avec le ventre gonflé comme ça. Ma grand-mère m'avait dit la veille, écoute, si t'as mal au ventre, tu dois avoir peut-être le cancer du côlon comme ton grand-père. Oh non, c'est horrible. Elle m'a donc balancé ça en plein visage. Donc toute la nuit, ça a cogité. Et on sait que toutes ces maladies sont un peu psychosomatiques aussi. Donc le psychique crée aussi encore plus de douleur et d'affection, je crois. Donc du coup, je me retrouve impossible d'aller au mariage. Mon frère qui me porte pour rentrer sous le dénuptial. J'arrive avec un visage comme ça, pourquoi avoir fait venir la maquilleuse? Bref, donc là, on comprend qu'il y a un vrai problème. Je bouffe du charbon. Je savais même pas que ça existait. C'est un médicament au charbon pour essayer de diminuer le ventre. Enfin, on savait même pas ce que j'avais. Donc, le médecin généraliste m'a donné 3-4 trucs à acheter. D'ailleurs, on a été à la pharmacie sans argent, parce qu'on était habillés pour le mariage. Enfin bref, c'était très rigolo, avec du recul. Et à partir de là, donc, je rentre à Paris, je vais voir le gastro-entérologue. Et dans ma malchance, j'ai eu beaucoup de chance, parce que quelqu'un de pas très loin de nous avait été diagnostiqué Crohn 3 mois avant, et il avait été chez ce super médecin. Donc, on a eu un contact directement d'un très bon médecin, parce qu'en fait, le souci, c'est de poser le diagnostic. Parce que beaucoup de médecins ne savent pas poser un diagnostic de Crohn. Bon, là, c'était assez clair, puisque c'était un très gros Crohn, un Crohn sévère, parce qu'il y a ça aussi. Dans les maladies auto-immunes, on a tous un peu la même maladie, mais on n'a pas tous la même vie, parce qu'on n'a pas les mêmes, la même sévérité, les mêmes symptômes. Donc, c'est vraiment très compliqué, parce que tu as l'impression d'être toujours un peu seule dans ton truc, parce que tu es seule à avoir ci ou ça. Bon, là, maintenant, sur Instagram, je me rends compte que je suis vraiment pas seule et qu'on est malheureusement très nombreux à souffrir, mais ça fait du bien de s'entraider. Et du coup, il me dit, en sortant de la coloscopie, fibroscopie, donc anesthésie générale, etc., tu bois un produit dégoûtant, tu vomis partout et tout, c'est génial. Et puis, tu vas colo, fibro, donc fibro, colo par en bas. Par l'anus, disons les mots techniques. Et du coup, je me réveille et il me dit, écoute, c'est soit tu as une infection, donc on va te donner des antibiotiques, soit tu as une maladie de Crohn. Non, il me dit, je veux pas te dire comment ça s'appelle. Je lui dis, dites-moi. Il m'a dit, alors jure-moi que tu n'iras pas voir sur Internet. Je me rappellerai toujours, il m'a dit, ne Google pas cette maladie. Je l'ai fait pendant 1 an. Et j'ai compris pourquoi il m'a dit de pas le faire, parce que c'est vrai que ça peut être très anxiogène quand tu googles ce genre de maladie, parce qu'effectivement, d'abord, on n'est pas tous atteints des mêmes choses. Et que, effectivement, ça peut être une claque dans ta tête. Parce que moi, quand il m'a dit ça, j'étais là, oh, youpi, génial, j'ai pas de cancer du côlon. Parce que moi, je croyais que j'avais un cancer du côlon. Donc, je me suis sortie de là en me disant, c'est rien. Et c'est qu'avec le temps que j'ai compris que c'était pas du tout rien. Peut-être même que j'aurais préféré avoir un cancer du côlon. Parce que, en fait, une fois que c'est fini, quasiment, dans ce genre d'endroit. Alors qu'une maladie de Crohn, c'est pour toute la vie. Et que tu sais pas ce qui va se passer. Et il s'est passé malheureusement beaucoup de choses. Et en fait, il nous a donné le choix entre commencer par des petits traitements ou commencer par des très gros traitements. Et ma mère avait très peur. Donc, elle a dit petit traitement, même si lui, il conseillait gros traitement vu que c'était très sévère. Et malheureusement, j'ai essayé une 15aine de traitements avant d'arriver à des traitements lourds qui m'ont fait avoir des boutons partout sur le visage. Enfin bon, j'ai eu plein de trucs, les effets secondaires de plein de trucs. Et c'est vrai que quand tu as 19 ans, ça compte aussi de ton physique, etc. Donc ça a été dur pour moi, étant hyper coquette, je crois que tu le sais. Et puis, non, ça a été un long chemin. J'ai perdu beaucoup de kilos. J'ai eu beaucoup de douleurs. Hein, il faut quand même en parler. Alors après, je pense que comme toi, on oublie qu'on a mal parce qu'on vit avec la douleur au quotidien et que ça devient un truc
qu'on vit, je sais pas, comme manger, dormir, boire, aller aux toilettes. Enfin voilà, on va beaucoup aux toilettes avec cette maladie. Ça peut aller de 10 fois à 30 fois à 40 fois dans la même journée. Parfois, on retient rien. Parfois, quand on va aux toilettes, c'est comme de l'eau pure. Donc, c'est là que tu te rends compte que ouais, ça peut aller très très loin. Et je crois que la fois où j'ai eu le plus peur, c'est justement quand au bout de 5 jours, je pouvais pas manger. Ça faisait 5 jours que je n'avalais plus rien, que de l'eau. Je vomissais de la bile. J'allais aux toilettes de l'eau. Et j'étais maigre, vraiment, j'avais la peau sur les os. Je pouvais rien tenir, quoi. Et j'avais plus rien. Dans mon corps, j'avais vraiment plus rien. Et j'avais Ça, c'était au même moment? Ça, c'était dans ta vingtaine? 1 an après. Ouais, Donc, en fait, le début, c'est toujours le pire, apparemment. Ouais. Parce que ton corps, il est choqué par la souffrance. En fait, il est choqué par tout ce qui lui arrive. Et toi, tu sais pas gérer, en plus. Ouais. Ni mentalement, ni physiquement, tu sais gérer. Ton corps, il s'en prend plein la tête. Ouais. Et toi, mentalement, waouh, c'est une rousse, quoi. Et je me rappellerai toujours, j'ai dit à ma mère, j'avais jamais dit je t'aime à ma mère. Et j'étais comme ça sur le lit et tout, la moitié de moi-même. Et j'ai dit à ma mère, maman, je suis tellement désolée, maman, je vais partir. Oh mais je t'aime, maman. Franchement, je crois que c'est un des moments les plus émouvants que j'ai vécu parce que je me suis vraiment vue partir. Et je me suis dit, mais si tu pars, il faut vraiment que tu lui dises que tu l'aimes parce que j'ai toujours eu un rapport hyper conflictuel avec elle. Et je pense que cette maladie, elle nous a vraiment aidé à recoller les morceaux. Et je pense aussi que dans la vie, après, moi, je suis très croyante, je pense qu'on n'a rien pour rien. Je pense que tout ce qui nous arrive, c'est aussi pour des raisons. Et que ce soit pour nous guérir nous-mêmes d'autres choses, pour nous faire comprendre quelque chose. Et je pense que me réparer avec ma mère, c'était une des raisons pour lesquelles je pense que je suis tombée malade. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, je trouve qu'on peut toujours voir du positif, même dans les pires situations. Et c'est aussi pour ça que le podcast s'appelle Différemment. C'est que parfois, il faut changer de perspective, il faut regarder les choses différemment. Et parfois, ça n'enlève pas le fait que la situation peut être horrible, mais même si on trouve une étincelle de positif, pour moi, il faut vraiment aller la chercher et s'accrocher à ça. Et dans ton cas, c'est très beau ce que tu racontes quand même au final. C'est une histoire qui n'est pas facile, mais qui est... Ah, mais complètement. Moi, ma mère, je lui parlais presque pas trop. On était trop pareil, en fait. Donc, quand tu es trop pareil avec quelqu'un, tu es dans le conflit. Je comprenais limite pas trop comment ça pouvait être ma mère. Tu vois, j'étais dans un conflit quand même complètement fou. Alors que ma mère est quelqu'un d'exceptionnel. Et cette maladie, elle nous a collés, quoi. Elle est venue à tous les rendez-vous avec moi, elle est venue à toutes les hospitalisations avec moi. Et en fait, je crois que j'avais l'impression qu'elle m'aimait pas. J'ai toujours eu l'impression d'être le petit canard boiteux de la famille. Je suis 3e sur 4. On est plusieurs filles, etc. Et en fait, je crois que j'ai compris qu'elle m'aimait quand je l'ai vue vraiment mal, de me voir malade. Et la voir parcourir tous ces médecins, ces trucs. Elle m'a emmenée chez tous les médecins parallèles. Elle m'a fait faire du yoga. Je crois qu'on a tous aussi ce chemin d'avoir eu aussi envie d'aller explorer des choses différentes. Et puis elle a été très intelligente parce que je pense que c'était exactement ça qu'il fallait faire, me montrer qu'il y avait d'autres moyens de se réparer que la médecine et qui a ses limites malheureusement. Et c'est vrai qu'en voyant qu'elle avait de la peine, moi j'étais contente qu'elle ait de la peine parce que je me suis dit mais si elle a de la peine c'est qu'elle m'aime, c'est que je compte pour elle. Et ça a été un lien à vie et aujourd'hui ma mère c'est ma meilleure personne donc. C'est trop beau. Et aujourd'hui, alors, donc là, tu as eu des très, très gros symptômes pendant les premières années parce que c'était très compliqué. Comment ça a évolué, ça? Alors, en fait, les 2 premières années et demie, 3 premières années, ça a été horrible. Et à un moment donné, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Mon ventre, il bout. J'ai l'impression d'avoir un plat qui bout dans mon ventre. Ça va te plaire, tiens, un plat qui bout. Et donc, je vais chez le médecin. Normalement, c'est pas moi qui veux faire un rendez-vous. J'ai évité les rendez-vous, j'ai évité les injections, j'ai évité les traitements, les machins. Et je demande à prendre rendez-vous, je vais voir mon médecin et je lui dis, je vous dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Il faut refaire une coloscopie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit, non, je ne refais pas une coloscopie, c'est hyper dangereux de faire trop de coloscopies, surtout quand on a l'intestin dans ton état. Continue ton traitement, tout va bien, machin et tout. Plein d'histoires au milieu de croyances, etc., qui n'ont rien à faire là, mais il n'empêche que c'est la première fois de ma vie que j'ai prié pour moi. En fait, je pense qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, émettre à l'oral comment on dit quand on dit, tu sais, quand tu manifestes. Ouais, c'est ça. C'est très à la mode d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça que 3 souhaits pour la journée. Voilà, exactement. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a les gens qui sont croyants en Dieu, etc. Mais en fait, je pense que manifester, que tu sois croyant ou pas, en fait, ça fait quand même quelque chose. Et en fait, j'ai dit à Dieu, guéris-moi. Au bout de 3 ans, je ne lui avais jamais demandé. En fait, ma mère m'a engueulée en disant, mais quoi, tu lui as jamais demandé? Mais tu te fous de moi? Mais alors aujourd'hui, tu lui demandes. Et donc, j'étais au mur de Jérusalem, donc je lui demande pour la première fois. Et là, je rentre à Paris, je décide d'aller voir un autre médecin dans le même service. Le médecin me voit et il me dit « Vous avez raison, on va faire une coloscopie ». Donc, on fait un court-circuitage au médecin principal qui, lui, m'a fait la coloscopie parce que c'est lui qui la faisait. Donc, j'arrive au bloc. J'ai quand même envie de faire une pause parce que ça arrive souvent. Et moi, ce que je dis toujours aussi, c'est que... Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Et
on peut demander un deuxième avis, quoi. Ah, il faut même. Il faut même aller demander un deuxième avis. Enfin, il faut pas juste se fier à le médecin a dit que c'est pas grave, donc c'est pas grave. Complètement. Mais toi, t'es ton meilleur médecin. Mais t'es le seul qui est dans ton corps, en fait. Ouais. Donc, il y a un moment où si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton corps, il faut vraiment insister. Et 100%. Je pense que c'est un truc que j'ai appris aussi avec la maladie cœliaque, c'est qu'il y a un moment où tu dois insister, tu dois poser tes limites, tu dis non quand c'est non, tu dis oui quand c'est oui. Complètement. Il y a que toi qui sais. Mais au pire, t'as fait un rendez-vous pour rien. C'est ça. Qu'est-ce qui peut se passer de... Exactement. C'est pas grave. Et du coup, je vois ce médecin qui me dit, bah oui, vous avez raison, il y a un truc qui va pas. On va faire la coloscopie, c'est donc l'autre médecin qui va vous le faire. Donc j'arrive au bloc, l'autre médecin, il dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Sauf que quand je me réveille, je vois la tête du médecin et je vois qu'il y a un truc qui va pas. Il était blanc, livide. Et il me dit, je suis désolée, il va falloir qu'on vous opère en urgence, vous êtes en hémorragie interne. Donc je me suis clairement sauvé la vie. Et il me dit, ça va pas du tout. Donc on va vous opérer, on devait être jeudi, il me dit, on va vous opérer lundi. Il faut qu'on fasse les papiers, les machins, l'anesthésie, truc. Ok, donc ma mère, encore une fois, a été une sauveuse parce qu'elle m'a trouvé le meilleur chirurgien pour m'opérer, etc., dans le même hôpital, mais elle a fait en sorte que ce soit lui qui m'opère. Et en fait, ça a été vraiment incroyable aussi parce que j'ai dit au chirurgien, bon, écoutez, ok, je sais que la cicatrice, elle va être très, très, très large. Est-ce que vous pouvez la mettre le plus bas possible parce que j'aimerais pouvoir porter des 2 pièces. Enfin, tu vois, des trucs complètement bêtes, mais t'as 20 ans. Donc, on est en train de t'enlever quand même des choses, tu vois, à 20 ans, même si c'est que de l'esthétique, t'as quand même envie de continuer à être toi-même. Et il me dit, bon, ok, je vais essayer, etc. Et il me dit, vous allez très certainement avoir une poche, une stomie pendant 3 mois. Et là, je lui dis, vous n'avez pas compris, je ne pourrais pas vivre avec une stomie pendant 3 mois. Je ne peux pas, je le sais, je ne peux pas, je peux pas. Est-ce que tu peux juste réexpliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas une stomie? Bien sûr. Alors, une stomie, en gros, notre anus, il va jusqu'à nos fesses. Et ils font un court-circuit où ils prennent l'anus, ils font un trou dans le ventre et ils font sortir l'anus par ce trou et ils mettent donc une poche en plastique connectée à ce trou et du coup, quand tu as envie d'aller à la selle, t'as pas le sentiment d'avoir envie et du coup, la poche se remplit d'elle-même par la selle. Tu vas plus aux toilettes. Voilà, tu vas plus aux toilettes, enfin tu vas faire pipi mais tu vas plus faire caca quoi et en gros, tu dois changer ta poche à chaque fois que tu peux te retrouver en plein milieu d'un dîner mondain et sentir une odeur et savoir qu'en fait il faut changer vite ta poche. Donc bon, après je pense que quand tu vis avec depuis des années, tu sais vivre avec et encore une fois, je pense que comme chaque épreuve, tu apprends à vivre avec et tu peux même le prendre positivement parce que beaucoup de gens sont beaucoup moins malades de Crohn grâce à cette poche. Mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment hyper peur de cette poche et je lui ai demandé vraiment de l'éviter. Il m'a dit, on verra. Et donc, l'opération devait durer 4 heures. Je suis restée plus de 8 heures au bloc. Ma mère, elle était dans le couloir. Je crois qu'au bout de 4 heures, elle était en train de défaillir elle-même. Et en fait, je me suis réveillée. Bon, c'est une très grosse opération. On m'a enlevé 1 mètre d'intestin. Je suis quasiment rentrée dans le livre des records. Enfin, voilà, il faut être content d'être dans un livre de records. D'ailleurs, quand je l'ai dit ici aux États-Unis qu'on m'avait enlevé 1 mètre, ils m'ont jamais cru. Surtout à 20 ans. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une partie d'intestin aussi déchirée, aussi abîmée. Wow. Et que ça traduisait aussi la sévérité de mes symptômes et de mes souffrances. Et en fait, il m'a opérée monotrou. Donc, j'ai été la première à être opérée avec une machine qui venait des États-Unis, qu'il a voulu tester sur moi. J'ai eu une cicatrice qui faisait donc 3 cm sur le nombril, qui est quasiment indétectable. Et j'ai pas eu de stomie. Et il a dit qu'il est resté 2 heures de plus au bloc pour pas me mettre la stomie. Parce qu'il savait que ça serait pour moi trop difficile et que j'étais rentrée dans son cœur. Donc, je pense aussi que parfois, c'est pas non plus inutile de dire au médecin ce qu'on peut avoir sur le cœur parce que aussi, on n'est pas des numéros et je pense qu'il y a des choses qu'on supporte et des choses qu'on supporte pas. Et c'est pas plus mal aussi de le dire au médecin quand il y a quelque chose que tu vas peut-être pas supporter et qui pourrait faire la différence, quoi. Ouais, dans ta recovery, quoi. Mais bien sûr, c'est pas des robots non plus et ils sont là pour Il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire et ça, donc j'avais 20 ans. J'ai eu un petit répit, on va dire d'1 an. J'ai continué les injections, donc c'est des anti-TNF-alpha qui descendent le système immunitaire et qui te permettent d'être pas en rémission, parce qu'en fait, ce qu'on espère dans ces maladies-là, c'est d'être en rémission, c'est-à-dire que la maladie s'endorme puisqu'elle peut pas disparaître. Moi, ma maladie s'est jamais endormie, ça fait 20 ans, mais à ce moment-là, elle était un peu plus silencieuse, on va dire. Et puis, malheureusement, 10 ans plus tard, il a fallu recouper un morceau d'intestin en urgence. Et on a recoupé 40 cm avec le même médecin, avec une autre technique. Donc, j'ai eu 5 petites cicatrices et pas de stomie toujours. Donc, voilà, pour l'instant, en vrai, même dans chaque épreuve, je me suis dit, c'est OK. C'est OK. Alors, c'est sûr que quand tu te réveilles d'une opération comme ça, t'es très sonné. C'est 5-6 jours où tu vois tout flou, tu peux pas parler, où t'es vraiment mal, où t'es sous pompe à morphine. T'as 12 000 fils autour de toi. Tu te dis, mais comment je vais remarcher un jour? Comment je vais pouvoir un jour dormir sur mon ventre? Et puis, le temps passe. Et puis, 1 mois et demi après, tu te tournes sur le ventre et tu dors dessus. Et la vie est magique parce qu'elle reprend. Et
Et finalement, comme tu disais tout à l'heure, tu vois le positif dans le négatif et tu dis, oh là là, je peux dormir sur le ventre, quel Et bonheur. aujourd'hui, tu as 4 enfants quand même qui sortent de ce ventre aussi. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Et tu sais, je me rendais pas compte que c'était incroyable parce que pour moi, c'était normal. Genre, il y a beaucoup de familles nombreuses autour de moi, donc pour moi, c'était normal de faire 3, 4, 5 enfants, j'en sais rien. Et je me suis jamais rendu compte du caractère exceptionnel d'avoir fait cette famille-là avec le handicap que j'ai. Mais bien sûr. Et c'est vrai qu'au-delà du Crohn, tout de suite, s'est développé aussi des symptômes articulaires qui ont été certainement plus durs à vivre que les symptômes du ventre. Parce qu'en fait, bizarrement, comme j'ai eu toujours mal au ventre dans ma vie, j'avais mal au ventre, tu vois. Alors, ok, tu vas aux toilettes plein de fois. Ça, je pense qu'il faut qu'on en parle parce que c'est un truc vraiment où il faut que tu admettes que tu puisses aller aux toilettes n'importe où, n'importe quand. Et que c'est un truc qu'il faut que tu débloques dans ta tête parce que moi, j'étais quelqu'un, j'allais aux toilettes que chez moi. Puis en plus, j'étais constipée avant d'avoir Crohn. Donc, comment te dire que je suis passée... T'avais pas l'habitude. C'est le grand écart, tu vois. Donc, moi, j'allais une fois aux toilettes tous les 10 jours et puis j'étais chez moi, tu vois. Il était hors de question d'aller aux toilettes au restaurant, à l'hôtel, je sais pas moi, au musée, ça peut être à la plage, enfin, tu vois, ça peut être des trucs complètement fous. Et en fait, c'est OK maintenant, c'est OK. Enfin voilà. C'est comme ça, t'as pas le choix en fait. Voilà. Non, pour moi, c'est rentrer dans mon truc. Je vais comme je fais pipi, je ressors, il se passe rien. Enfin, c'est OK en fait, c'est pas grave. J'accepte que ça fait partie de moi. Et ce qui est important pour moi, c'est que personne le voit. Donc tu vois, j'en parle parce que je trouve ça important d'en parler. Et que même si... Enfin, tu vois, je me suis rendu compte aussi que personne ne veut en parler de ça. C'est les maladies shame, tu vois. C'est shame on you d'avoir un Crohn. Mais je l'ai pas choisi. Enfin, à un moment donné, je l'ai pas choisi. Et puis, je suis pas moins bien qu'une autre personne parce que je vais aux toilettes 2 fois plus qu'elle. Ou 3 fois, ou 10 fois, ça dépend du moment. Ou parfois pareil qu'elle. Et puis, c'est pas grave, en fait. C'est le symptôme qui te reste le plus aujourd'hui. Donc, tu as mal au ventre de temps en temps, tu vas beaucoup aux toilettes. Et c'est quoi les... Alors, c'est plein de choses. C'est-à-dire que c'est des très, très grosses douleurs, des fois des crises. Et puis, effectivement, des fois, des moments où tu peux pas manger tout ce que tu veux parce que tu vois qu'il y a des choses qui marchent pas. Donc, j'avais d'ailleurs essayé le sans gluten pour essayer d'éviter le côté inflammatoire. Ça avait pas trop marché, mais je me suis rendu compte à ce moment-là, j'avais aussi enlevé le lactose. Que peut-être que le lactose était plus dangereux pour moi que le gluten, mais tu tâtonnes. Moi, ce que je me rends compte, c'est surtout que les fritures sont pas top pour moi. Qu'en général, c'est pas facile à digérer, quoi qu'il arrive. Après, tu vois, un plat de pâtes, c'est OK, tu vois. Okay. Mais c'est vrai que tu apprends aussi à affiner. Ouais, ce qui revient le plus souvent, c'est... En fait, c'est pas que les toilettes. Le problème des toilettes, c'est pas d'aller aux toilettes. C'est ce que tu perds dans les toilettes aussi. Mais oui. Tu perds tes nutriments, tu perds tes vitamines, tu perds ton fer, tu perds ton énergie. Et aussi, le truc qui revient le plus souvent quand tu googles la maladie de Crohn, c'est fatigue. Et c'est des maladies qui te fatiguent énormément. Et moi, je suis quelqu'un d'hyperactif, qui fait 1000 choses, qui a 4 enfants, qui partage énormément sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est toujours dur de te dire qu'en fait, t'es peut-être pas à ton maximum parce que t'as une maladie qui te pompe ton énergie, qui fait que t'as besoin de dormir plus que les autres, alors que je dors moins que les autres parce que je suis insomniaque. Mais je te dis la vérité, ce qui me pourrit plus la vie, c'est plus mes symptômes articulaires. Parce que tu vois, par exemple, ce matin, typiquement, j'avais tellement mal. En fait, t'as mal au déverrouillage. Alors, la maladie de la spondylarthrite ankylosante, c'est quoi? En fait, t'as tes articulations qui s'ankylosent. S'ankylosent quand t'es dans la même position. Donc, t'es dans une queue pendant 10 minutes statique, t'as mal aux articulations. T'es allongé pendant plusieurs heures, tu te réveilles, t'es au plus mal de ta vie. T'es sur une chaise pendant 1 heure, t'as mal à tes genoux, t'as mal à tes jambes, t'as mal à tous les endroits où c'est statique, en fait. Donc, par exemple, tu vois, moi, j'ai une carte handicapée depuis longtemps. Quand j'arrive dans une queue et que je vois que ça va durer trop longtemps, au début, je m'assois par terre. Les gens, ils voient bien. Enfin, qui c'est qui s'assoit par terre dans une queue, tu vois? Enfin, il faut avoir un problème pour t'asseoir par terre dans une queue. Il y a personne qui fait ça. Moi, je peux pas faire une queue plus de 10 minutes sans m'asseoir par terre. Donc, des fois, je craque, je sors ma carte handicapée. Mais il faut voir les insultes. Il faut voir ce que tu te prends dans la tête. Faut voir... Moi, il y a plein de fois où je sors de la queue en larmes, en fait. Je me dis, c'est pas grave, en fait. Je la ferai pas, puis j'irai pas. Puis je me prive, en fait, parce que je me dis, je vais pas passer devant des gens qui m'insultent. Et c'est très, très dur, quoi. Et en fait, c'est compliqué parce que pour eux, t'es coquette, t'es bien habillée, parfois t'es même en talons. Ils comprennent pas. T'es en talons et tu peux pas faire la queue. Mais quel rapport, en fait? Ah, t'as du rouge à lèvres et tu fais pas la queue. Mais pourquoi? En fait, il faut ressembler à quoi pour être handicapé dans ta tête? C'est une maladie, c'est des handicaps invisibles. Hein. Ouais, et c'est en ce sens-là que j'ai fini par en parler sur les réseaux, parce que je pense que c'est un vrai combat. Et c'est pour ça que j'essaye maintenant d'en parler environ 1 fois toutes les semaines, tous les 10 jours, une story ou 2 par-ci par-là, pour faire comprendre aux gens, oui, je suis coquette, oui, je suis habillée, oui, machin, mais en fait, vous voyez pas la souffrance derrière, mais il y en a. Et c'est pas parce que t'as des talons que tu souffres pas. C'est pas parce que et d'ailleurs, je peux plus en mettre. Mais tu vois, comme quoi, mais c'est pas parce que je me maquille et que je suis brochingée que je souffre pas, en fait. J'ai pas la tête de quelqu'un qui souffre, mais je souffre.
tu peux pas être dans mon corps pour le savoir. Et c'est vrai que les gens ont tendance à croire que la carte handicapée, c'est ton cousin médecin qui te l'a donnée. Non, en fait, c'est une commission. C'est une commission de gens que tu ne connais pas, qui se réunissent, qui examinent ton dossier médical, qui est lourd, plus lourd que toi parfois. Moi, il fait plus que mon poids d'hospitalisation, tu vois. Et ils prennent des pour et les contre. Alors, tu vois, j'ai un niveau d'handicap. Et voilà, par exemple, même à la fac, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, que mon écriture, elle est illisible. Avant, à la fac, par exemple, je le demandais à l'écrit, l'ordinateur, à un moment donné, parce que je voyais que mes copies étaient entièrement barrées et que il marquait illisible. Donc, j'ai raté mes 2 premières années de droit comme ça. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai eu un ordinateur. J'ai pu, évidemment, un ordinateur sans Internet et tout. C'est qu'un traitement de texte. Clavier, quoi, ouais. Voilà. Là, hop, les bonnes notes qui arrivent parce qu'on peut me lire. Et en fait, je me rends compte, même à l'oral, que je pouvais même pas relire moi-même mes notes. Parce qu'effectivement, mes mains, au bout de 3-4 minutes, j'ai hyper mal quand j'écris. Du coup, je n'arrive pas à former des lettres, je n'arrive pas à former des mots. Et c'est des choses qui m'ont handicapée même dans mon parcours scolaire. Même si j'ai rien fait de mon barreau, finalement. J'avais quand même envie de l'avoir. Comme toi, on fait des études, on ne sait pas elle te donne un métier, puis après, tu changes de vie. C'est pas le problème. Mais en tout cas, ça a été évidemment des bâtons dans les roues à chaque étape. Mais je crois que ça m'a vraiment appris à pas baisser les bras. Et tu vois, je le vois, en fait, même dans ma vie d'aujourd'hui, je ne baisse pas les bras. Sur les réseaux, je suis une fourmi. J'ai mis 8 ans à avoir 50 000 followers, ce qui est genre vraiment, mais lâche l'affaire, quoi. T'es nul, vraiment, casse-toi de là. C'est tellement pas nul, c'est énorme, 50 000 personnes. Imagine un stade de foot. Non, mais 8 ans. T'imagines 8 ans de story au quotidien. T'imagines, je sais pas combien de publications, je les compte pas. Et en fait, ce qui a fait que j'ai pas baissé les bras, c'est justement de voir que t'apportes du bonheur aux gens, à tous les égards. Et alors, quand j'ai commencé à parler de ça, des maladies et tout, de voir que tu peux donner un médecin à quelqu'un, tu peux donner un traitement à quelqu'un, lui dire, tiens, tu devrais peut-être essayer ce traitement, ou le nombre de femmes qui sont tombées enceintes après avoir vu que moi, avec mes maladies et mes traitements, je pouvais tomber enceinte. Ouais, tu débloques quelque chose dans la tête. Parfois, c'est psychologique. Mais c'est waouh. Et en fait, en donnant un tips à quelqu'un, tu donnes une famille à quelqu'un, entre guillemets, tu vois. C'est énorme. Tu donnes la possibilité à quelqu'un de s'envisager dans une famille plutôt. Et là, tu te dis, en fait, waouh, la force des réseaux, quoi. Parce qu'évidemment que c'est cool de pouvoir en vivre et de pouvoir vendre les crèmes que t'aimes et de pouvoir être l'ambassadrice de trucs trop cool. Mais franchement, at the end of the day, comme on dit ici, ce qui me remplit, c'est de me dire que j'ai pu aider des gens sur des choses aussi précieuses que ça. Et surtout, tu vois, moi, ce qu'on me dit tout le temps sur Insta, c'est, avant, j'avais du mal à être OK avec ma vie, avec mes maladies, et à être un peu heureuse et tu vois, comme tu disais, de trouver le positif dans le négatif, etc. Et à force, en fait, de leur avoir donné cette vision-là de moi, comment moi je vois les choses, les gens, ils te disent, mais moi, j'ai le punch le matin, je fais ce que tu me dis, je fais la liste de ce qui va et pas de ce qui va pas, et j'avance, et je vois que toi, t'es coquette, alors je me dis, pourquoi pas moi? Et je me mets du rouge à lèvres, et ça me fait du bien, et j'ai confiance en moi quand je me mets du rouge à lèvres, et tu vois, et tout ça, c'est des paroles qui te portent, et je me dis que j'ai bien fait de pas baisser les bras, parce que même si c'est que 50 000, c'est 50 000 personnes à qui j'ai fait du bien. Ouais. Et qui m'en renvoie du bien, en fait. Et puis c'est énorme. Et puis pour moi, c'est le fake it until you make it, très américain. Mais même les matins où tu te sens pas bien, où t'as pas envie, tu te dis, en fait, aujourd'hui, c'est ton métier. C'est ça que tu fais. T'es sur les réseaux et tu donnes du peps aux gens. Donc, tu le fais en fait pour les gens. Tu le fais pour les gens, tu te maquilles pour les gens, tu le fais parce que tu es là, je dois être présentable, donc je vais me maquiller parce que c'est ton truc. Moi, je me maquille pas, mais voilà, chacun son truc. Toi, t'as pas besoin, t'es très belle comme ça. Et là, tu le fais et puis au final, ça te déteint sur toi aussi et puis. Ah mais complètement. Mais en fait, tu commences mieux ta journée grâce à ça. Mais 100%. La dernière fois, j'ai dit ça. J'ai dit en fait, aujourd'hui, j'étais pas bien et j'ai dû me maquiller et tout pour vous parce que je voulais pas vous présenter le truc avec ma tête, je sais pas quoi. Donc je me suis obligée à me maquiller et tout et puis fake it until you make it. Genre, j'étais là en fait. Une fois que tu te regardes dans le miroir, t'es maquillée, t'es habillée, tes trucs, allez, la journée commence, tu te mets le smile sur la tête et même, tu sais, des fois, je commence une story, je suis un peu triste pour des choses, etc. J'essaye de les enlever de ma tête. Je me mets mon sourire sur mon visage parce que j'ai envie d'être souriante, j'ai envie de communiquer du solaire. C'est pas du fake, c'est vraiment, j'ai envie de communiquer ça, donc je m'y mets et c'est moi aussi. Et au bout d'une story, le sourire, il est plaqué parce que, mais ça y est, il est revenu en fait. Ouais. Donc parfois, il faut vraiment se le mettre, ce sourire sur le visage et se dire, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et qu'il faut profiter de sa vie au maximum. Et vraiment, moi, je le dis au maximum aux gens maintenant qui sont en santé. Mais faites des choses de votre vie. Faites du ski, faites du parachute, faites du sport, courez, marchez. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir un corps qui fonctionne, d'un corps en bonne santé. Et je pense que ça, malheureusement, les gens s'en rendent pas compte tant qu'ils l'ont pas perdu.
Et tu vois, moi, maintenant, j'ai des problèmes articulaires, donc j'ai des problèmes au genou. Je me suis fait opérer du genou il y a 1 an. Maintenant, j'ai une dégénérescence du cartilage à l'endroit où ils m'ont opéré. Ça fait 1 an que je peux plus mettre des talons, que je peux plus faire vraiment du sport, que j'ai mal absolument à chaque fois que je pose mon pied par terre. Je peux plus courir, pourrais peut-être plus jamais faire du ski alors que j'ai un super niveau de ski. Tu vois, toutes ces choses que j'ai perdues qui me font de la peine quand même. Tu vois, au fond, je rêverais de faire du ski avec mes gosses. Mais d'un autre côté, chaque jour où je peux mettre mon pied par terre et où j'ai pas mal, mais j'en profite 1000 fois plus que ma voisine. Ouais. Tu vois ? Donc je me dis, à la fin, c'est une chance aussi. Alors peut-être que je skierai pas 1 semaine par an, mais quand je mets mon pied par terre, je me sens strong, tu vois, genre vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable cet état d'esprit. Enfin, t'as développé une force et une résilience extraordinaire. Après, je voudrais quand même le dire, les 3 premières années d'une maladie auto-immune, je dirais 2-3, je sais pas si c'était pareil pour toi, c'est une claque dans ta tête. T'arrives pas forcément à voir le positif dans le négatif. Tu pleures beaucoup, tu t'isoles, tu trouves pas encore les moyens de comprendre comment ça fonctionne moralement et physiquement pour aller de l'avant. C'est un tunnel. Vraiment, c'est un tunnel noir où tu te sens seul et où tu vas enchaîner beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Et en fait, il y a un moment où ton corps s'habitue à tout ça, ta tête s'habitue à tout ça, et tu arrives à vraiment changer les choses et changer ton mindset. Mais il faut pas s'attendre à changer ton mindset au bout de 5 minutes. C'est comme un deuil, il y a des étapes, mais en fait, tu fais le deuil de ta santé. Et pour moi, je pense que vraiment, il m'a fallu 3 ans pour faire un vrai deuil de ma santé. Et passer par toutes ces étapes, du déni, où je suis sortie du diagnostic en sautant à cloche-pied, en disant « Oh, cool, génial, maladie de Crohn, c'est rien, voilà, c'est super. » Puis après, voilà, toutes les étapes du deuil, jusqu'au moment où tu vis avec l'absence de cette santé, de cette bonne santé plutôt, et tu composes ta salade avec tes nouveaux ingrédients. Comme toi, tu as composé ta vie sans gluten et tu t'es rendu compte que tu pouvais très bien manger. Et aujourd'hui, je suis sûre que ça ne te manque pas. Mais c'est bien de le rappeler, effectivement, parce que c'est vrai que parfois, le revers de la médaille des réseaux, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est de bonne humeur et que tout le monde arrive à bien vivre avec leurs problèmes et que tout le monde est résilient, etc. Sauf nous, quoi. Sauf nous, ouais. Ouais, mais complètement. Alors que, non, en fait, si on est là, c'est qu'on a peut-être eu un trajet avant. Tu vois, toi, tu as eu les 3 ans avant. Moi, j'ai pas commencé la page Instagram dès le jour 1 de mon diagnostic. Complètement, mais c'est sûr, ça. Moi, ça faisait déjà 5 ans que j'étais diagnostiquée quand j'ai commencé à partager des et je pense que les 3 premières années ou 5 premières années, tu n'aurais peut-être même pas pu mais bien sûr que non. Envoyer du positif parce que tu n'étais pas dans le positif, non, en fait. Bien sûr que non, j'étais pas bien du tout. Parce que tu étais dans le deuil et que tu étais en mode, mais pourquoi moi déjà aussi ? Je pense qu'on a tous vécu ça, de dire, mais pourquoi moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait à la planète ? Enfin, c'est vrai, pourquoi à 18 ans, je me retrouve à ne pas pouvoir faire les mêmes choses que les autres ? Moi, je me rappelle, j'allais en boîte de nuit, je m'asseyais par terre. Tu vois, genre, je pouvais même pas rester debout, mais je voulais m'acharner à y aller. Je voulais mettre mes talons, je voulais aller en boîte, je voulais avoir 18 ans. Mais à un moment donné, c'est vrai que tu sens que c'est injuste, quoi. Tu te dis, mais en même temps, est-ce qu'il y a un âge qui est juste pour tomber malade ? C'est jamais juste, c'est jamais facile, c'est jamais simple. Et je pense que les premières années, c'est quoi qu'il arrive très compliqué. Après, faut être bien entouré, faut avoir un bon mindset, faut être croyant, pas forcément en Dieu, faut être croyant dans les énergies, dans la vie. Non, mais c'est vrai. Tu vois, moi, je crois beaucoup aux énergies aussi. Tu vois, il y a des gens qui t'apportent des bonnes énergies, il y a des gens qui te pompent de l'énergie, il y a des gens qui t'apportent des bonnes énergies. Et il faut t'entourer avec des bonnes personnes qui sont solaires, qui te pourrissent pas la vie, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus simple parfois à dire qu'à faire. Et c'est vrai que tu vois, tous ces problèmes de déverrouillage le matin, je les ai encore aujourd'hui. Et ça m'arrive d'ailleurs d'en parler sur les réseaux, de dire voilà, j'ai beau vous dire tous les jours que il faut être positif, etc. Il y a des fois où moi je fais des stories en pleurant, en disant mais j'en peux plus en fait, j'ai mal, j'en ai marre. La semaine dernière, j'ai fait un live, je me suis retrouvée à pleurer pendant 20 minutes dans le live. J'arrivais même plus à m'arrêter, un bébé. Et tu vois, j'aurais voulu m'arrêter, j'arrivais pas. Et je leur disais mais en fait, j'en peux plus d'avoir mal. Et ça, c'est vrai qu'il y a des moments, voilà, il y a des moments plus durs que d'autres, même après ces 3 années. Parce qu'il va y avoir des moments de crise, des moments de too much, des moments où tu es enceinte, tu accouches. Tu vois, par exemple, quand tu accouches, tu as une grosse source d'inflammation. Parce que pour accoucher, il faut avoir une inflammation dans ton corps. Et parfois, les années qui suivent l'accouchement, tu restes avec cette inflammation. Feu plus feu égale feu. Donc, maladie inflammatoire plus inflammation, wow, t'as le corps qui chauffe. Mais même, tu sais, des fois, je sens mon corps, il chauffe. Je te jure, je suis en surchauffe. Ouais. Je sais pas si t'as ça. Je sais pas si tu sens ton corps chauffer. Moi, j'ai pas ça. Des fois, je me dis, mais il voit pas, il y a des vapeurs qui sortent de mon corps. Genre, j'ai l'impression d'avoir des vapeurs comme ça. Et parfois, je regarde mes enfants et ça annule tout.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, waouh, c'est sorti de moi, comme tu dis. C'est incroyable. Tu vois, genre, et en plus, j'ai fait des fausses couches, et en plus, tu vois, il n'y a pas toujours eu des moments faciles. Et c'est vrai que quand je les regarde, je me dis, waouh, ce que tu as fait, c'est déjà extraordinaire. Et je pensais même à faire un 5e enfant, alors que tous mes médecins me disent, mais enfin, complètement malade. Là, t'en veux encore un 5e, là? J'aimerais bien. Ouais, je pense que t'es un peu taré, ouais. Alors que les médecins, ils te disent franchement, 2, c'était déjà bien. Hein. Vu tout le bordel qui se passe dans votre vie, tout ce que vous avez, tout ce que vous accumulez. Tu sais, je souffrais beaucoup, moi, d'un truc, c'était du manque d'empathie de mes proches. Parce que c'est vrai que... C'est ça que j'allais dire, que c'est peut-être dans ta tête. Tu vois, que les gens, ils disent toujours que ce genre de choses, c'est dans ta tête, que tu t'en fais trop, quoi. Bah, évidemment, t'as pas de béquille. T'as pas de bleu, t'as pas de plâtre, t'as pas de chaise roulante, t'as pas de... Et en plus, tu souris. Voilà, en plus, tu souris, t'as le punch, et puis tu mets du rouge à lèvres. Donc, t'as rien, en fait. Mais non, en fait, c'est pas parce que ça se voit pas que j'ai rien. Et effectivement, c'est vrai que c'est parfois très dur parce que du coup, les gens autour de toi n'ont pas d'empathie. Et moi, je l'ai remarqué quand je me suis fait opérer du genou, quand j'avais ma canne. Oh, les gens, comment ils étaient sympas. Ah, mais viens t'asseoir, mais attends, mais qu'est-ce que t'as, mais raconte, mes trucs. Le lendemain, c'est toi qui enlèves la canne quand tu te sens OK de l'enlever. Donc, c'est même pas genre t'en as plus besoin ou t'as plus mal. Tu l'enlèves et puis là, il n'y a plus personne qui te demande comment tu vas. Il n'y a plus personne qui te demande comment ton opération s'est passée. Tu boites un peu, donc on te demande. Mais puis quand tu boites plus, on ne te demande plus rien. Ouais. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas de signe, on ne te demande rien. Et c'est vrai que l'empathie des gens vient avec les signes ostentatoires de handicap. Mais moi, je trouve qu'on ne peut pas leur en vouloir aux gens. Parce que chacun a ses problèmes, chacun a sa vie. Ouais, et si tu ne demandes pas de l'aide, si tu ne dis pas clairement ce dont tu as besoin, ce que tu ressens... C'est à nous de le faire. Oui, il faut dire ce que tu ressens et ce dont tu as besoin parce que tu peux pas attendre de quelqu'un de comprendre qu'il devait te poser la question c'est vrai. Sans qu'il le voie. Non, mais c'est clair. Alors, c'est vrai que moi, je pense qu'on a aussi une forme de fierté quand on est malade. On se dit, si on vient pas me donner de l'aide, bah, j'en demanderai pas et puis je me débrouillerai seule. Mais effectivement, il y a un moment en fait, où il faut débloquer ce truc-là et se dire aussi, bah, les gens, ils sont pas forcément... ils sont pas voyants, en fait. Ils savent pas quelles sont tes demandes, quelles sont les choses qu'ils pourraient faire pour t'aider. Donc, à toi aussi de formuler les choses et de dire, tu sais, en ce moment, bah, j'ai un peu mal là. Donc, si tu pouvais faire ça, ça pourrait m'aider. Ça pourrait un peu, m'aider dans mon quotidien. Et je me suis rendu compte que mon mari, tu vois, par exemple, il me disait tout le temps, il me disait un truc qui m'énervait tout le temps. Oh, bah, t'as qu'à prendre un Doliprane. Tu sais, il te voit au bout de ta vie, dans ton lit, en boule, avec de la douleur. Mais prends un Doliprane. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, juste amène-le, le Doliprane. Déjà, ça m'énerve que tu me dis prends un Doliprane, parce qu'un Doliprane, c'est pour un petit mal de tête de bête, quoi, tu vois. Mais je lui dis, mais en fait, déjà, amène-le, le Doliprane. Ne me dis pas prends-le, amène-le. Tu vois que je suis au lit en boule, amène-moi un verre d'eau, amène-moi un Doliprane. Déjà, je trouve que la démarche, elle est déjà différente, tu vois. Et je me suis rendu compte que, tu vois, moi, je lui en voulais beaucoup. Pendant les premières années de mon mariage, ça a pu être un vrai problème. Même d'ailleurs, quand on était fiancés et tout, ça a fait que je l'ai vu d'un autre œil. Tu vois, je suis tombée malade quand on venait de se mettre ensemble. Et j'ai vu que il googlait pas la maladie, qu'il s'intéressait pas à ce que c'était, qu'il regardait pas ce que c'était, qu'il essayait pas de savoir ce que je vivais. Et puis que je me fais opérer, il vient une fois. Il s'est pas dit non, je dois être là à côté d'elle toute la journée, lui donner à manger. Enfin, tu vois. Et du coup, tu te dis mince, pourquoi est-ce qu'il m'aime pas, ou est-ce qu'il veut me donner de la privacy aussi? Tu sais, des fois, les gens ils viennent pas parce qu'ils veulent te laisser dans ton champ privé, parce qu'ils se disent que peut-être que t'as pas envie d'être comme ça devant eux, ce qui est pas faux non plus. Donc, en fait, tu sais pas trop. Et au fond, aujourd'hui, je me mets aussi à sa place. Et je me dis, c'est quoi de vivre avec quelqu'un de malade? Parce que toi, tu te mets à ta place et tu te dis, lui, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça, pourquoi il est pas aussi comme ci, pourquoi il est pas aussi comme ça. Mais toi, est-ce que tu kifferais à sa place aussi être avec une femme qui, depuis 20 ans, a toujours mal quelque part? Quand j'ai pas mal au ventre, j'ai mal au genou. Quand j'ai pas mal au genou, j'ai mal au dos. Quand j'ai pas mal au dos, j'ai mal à la main. Tu vois, c'est quand même, c'est une toile d'araignée, ces maladies-là. Tu mets un pied dedans, puis tu sais pas où ça s'arrête. Et effectivement, tous les jours, j'ai mal quelque part. Et puis, il l'a pas vécu. De nouveau, non, donc tu vois, sait pas. C'est pareil, tu peux pas savoir, tu peux pas imaginer. Moi, je me mets dans sa peau et je me dis, en fait, c'est pas facile non plus d'être marié à quelqu'un de malade. Ouais. Toi, c'est pas facile pour toi d'être malade, mais lui, c'est pas facile d'être avec quelqu'un de malade. Et puis après, je me suis mis aussi dans la peau de mes enfants. C'est pas facile d'avoir une maman malade. C'est pas facile d'avoir une maman qui peut pas tout faire avec nous, qui doit beaucoup se reposer, qui n'a pas... Tu vois, moi, le matin, j'ai besoin d'un moment, en fait. J'ai besoin d'un moment pour aller mieux. En fait, j'ai vraiment une bonne heure où je vais pas bien le matin. Donc, c'est mon ventre qui va pas bien, je dois faire plusieurs allers-retours aux toilettes, j'ai mal à mes articulations. Alors, tous les matins sont pas les mêmes, mais le matin, c'est dur pour moi. Vraiment, c'est très, très dur. Et je me dis, quand même, mes enfants, ils savent que le matin, il n'y a pas de maman, en fait. Maman, ça va pas le matin. Donc, tu vois, même pour eux, c'est vrai que chacun, en fait, sacrifie quelque chose, finalement, quand il y a une maladie. C'est tout le monde qui a...
sacrifie ou bien apprend aussi et ils seront plus empathiques, tes enfants. Ah, ça c'est sûr, mes enfants sont hyper empathiques. Mais oui, mais donc voilà, de nouveau, il y a quand même du positif là-dedans. C'est pas forcément un sacrifice. Complètement. C'est quelque chose que tu apprends. Non, c'est énorme. C'est énorme à quel point ça leur apprend à être empathique. Oui. Énorme. Oui, et puis on le voit dans les classes où il y a par exemple un enfant qui est handicapé, qui est autiste, on voit comment les autres réagissent. C'est tellement beau. Ouais, c'est on parlait de ça tout à l'heure, toi et moi en off, on se disait, des fois les enfants sont très méchants entre eux, on se rend compte qu'ils sont capables du pire et du meilleur, les enfants, vraiment. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qu'ils ont besoin, les enfants, c'est qu'on leur montre, qu'on leur explique, et puis avoir des gens qui sont différents autour d'eux, mais qu'on leur explique que c'est OK d'être différent. Et leur expliquer en quoi et pourquoi et qu'il n'a pas choisi cet enfant de marcher de cette façon un peu bizarre. Non, et puis ils veulent aider, ils sont tellement gentils. Dès qu'il y en a un qui se casse la jambe, ils veulent tous pousser la chaise. Enfin, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ils sont très, très empathiques. Mais c'est vrai que moi, j'ai des enfants méga empathiques. Surtout mon fils qui a 11 ans. Et lui, il a une dysphasie, donc il a appris à parler très, très tard. Et vers 4 ans et demi, donc au moment où je me suis fait opérer la deuxième fois, je le prévenais que j'allais m'en aller, puisque je m'en allais en urgence d'ici, de New York, et mon mari me rejoignait après avec mon fils et ma fille qui avait 1 an. Et je dis à mon fils, écoute, mon fils, à ce moment-là, il parlait vraiment pas. Et je lui dis, écoute, voilà, maman, elle va aller à l'hôpital, on va ouvrir le ventre de maman, on va couper un petit morceau, puis le petit morceau qui va pas, on va l'enlever, puis après, maman, elle va aller mieux, mais il va falloir un petit moment pour que maman aille mieux. Tout ça avec des mots d'enfant. Et là, mon fils, il a les larmes qui coulent comme ça, et il me dit... mais moi, j'ai besoin de toi, maman. C'est la première fois qu'il a fait une phrase. Oh non. Mais quand je te dis que mon cœur, il s'est disloqué en 1000 morceaux, il m'a dit, moi, j'ai besoin de toi, maman. Et vraiment, je pense que ça a été un moment, pour moi, vraiment, vraiment suspendu, où je me suis dit, en fait, t'as pas le droit non plus de lâcher parce que t'es aussi le centre de la vie d'autres gens, tu vois. Et je pense aussi que quand tu te donnes des rôles comme ça en plus, ça te donne des forces en plus parce que tu te dis, t'as pas le droit de baisser les bras. Et d'ailleurs, je me rappellerai toujours quand ils m'ont anesthésié ce jour-là, ils te disent toujours quand ils t'anesthésient de réfléchir à un endroit où tu peux partir, de peace and love, genre, tu vois, pour que tu puisses partir tranquillement et revenir tranquillement dans ton corps, en gros. Donc moi, je suis toujours sur la plage. Je suis toujours en train de me promener sur la plage. Je vois la mer, je suis très connectée à la mer, au soleil, la réflexion du soleil sur la mer. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans ma tête avec ça. Et je suis sur la plage comme ça, et en fait, ça a été parasité par mes enfants. C'est-à-dire que normalement, je suis seule sur la plage. Et là, j'ai vu mes enfants. Et en fait, j'ai enlevé le masque à oxygène qui était en train de m'anesthésier. Et tu vois, j'ai fait comme ça, et j'ai dit, non, mais je peux pas, en fait, je veux pas, j'ai peur. Et je me suis rendu compte que pour la première fois, j'ai eu peur de mourir, peur de partir, peur d'anesthésier, parce que j'avais besoin de vivre, en fait. Et je pense que c'est vrai que quand tu fais des enfants, mais il n'y a pas que ça, c'est pas que les enfants, c'est quand tu te donnes un rôle dans la vie, un rôle de maîtresse, un rôle sur les réseaux, un rôle, je sais pas... un rôle tout court, une mission. Un rôle, une mission, et que tu sens que tu comptes pour des gens, qu'il y a des gens qui comptent sur toi, ben en fait, ça donne encore plus de sens à ta vie, et tu t'y accroches encore plus. Et moi qui n'ai jamais eu peur de mourir, depuis que je suis maman, j'ai hyper peur de mourir parce que je veux pas les laisser seuls, quoi. Et je pense que ça aussi, c'est hyper beau à rappeler qu'on peut tous avoir un rôle dans notre vie. Différent, ça peut être avec ton chat, avec ton chien, enfin, on s'en fout. C'est vraiment te dire que tu es importante pour quelqu'un. Et que ce rôle-là, même si on dit que tous les gens irremplaçables sont au cimetière, enfin voilà, il n'y a personne qui est irremplaçable, quand même, c'est difficile de remplacer une maman. Donc, bien sûr. C'est impossible même. Donc, voilà. Bien sûr. On a dit tellement de choses déjà là. J'ai de la peine pour toi au montage. Non, il n'y a pas de montage, je mettrai tout. Oh waouh, j'ai de la peine pour vous alors. Mais non, c'était hyper intéressant et hyper émouvant. Je suis tellement contente que tu m'aies donné la parole sur ça parce que c'est vrai que tu me le disais tout à l'heure que oui, j'en parle en story, mais je fais pas vraiment de reels, de vidéos qui restent figées dans mon feed là-dessus. Parce que je sais pas comment aborder les choses, tu vois, c'est difficile. Je sais pas trop. Alors j'ai essayé de faire une fois ou deux sur un canapé où je me suis interviewée moi-même, ce qui est quand même très curieux. Mais effectivement, je suis très contente de pouvoir faire cet exercice parce que j'espère que même si ça peut aider une personne qui regarde la vidéo, et je suis sûre que ça aidera beaucoup plus qu'une personne, ben on aura gagné quelque chose, toi et moi. 100%. Et j'avais encore 50 milliards de questions pour toi. Mais je pense que l'épisode, il est déjà pas mal très long. Parce que j'aurais voulu te demander comment il est le système de santé à New York. Catastrophe. En un seul mot. Non, mais parce que les gens, ils sont quand même plus bienveillants et plus à l'écoute de tout ça. Enfin, dans les lieux publics, tu vois, quand tu vas au restaurant, alors c'est peut-être que la maladie cœliaque et le sans gluten parce que c'est une mode, je sais pas. Et je voulais te poser la question, est-ce que c'est comme ça pour toutes les maladies auto-immunes? Parce que moi, je sais que quand je vais au restaurant et que je dis celiac disease, bah, ils me prennent hyper au sérieux. Non, alors ici, je trouve ça fabuleux ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Ils sont hyper careful des
Ils font hyper attention aux maladies, aux allergies, dans les restaurants. Ils te posent 10 fois les questions. Le service, c'est à un niveau ultime où, en fait, pour eux, c'est hyper important. Donc moi, par exemple, tu vois, je mange cachère strictement. Et quand je vais dans un restaurant qui n'est pas cachère, je demande, par exemple, une tomate sans sauce, je sais pas, un poisson cru sans sauce. Tu peux être sûr que le poisson cru arrive sans sauce. Si je demande sans oignon, il arrive sans oignon. Si je demande sans cébettes, il arrive sans cébettes. Alors qu'en France, tu demandes sans cébettes, ça arrive avec cébettes. Tu demandes sans oignon, ça arrive avec oignon parce qu'ils s'en fichent. Mais aussi, il faut quand même se souvenir que c'est pas que de la bienveillance. C'est aussi avoir peur des poursuites judiciaires. C'est quelque chose qui anime énormément les Américains. Parce que ici, les poursuites judiciaires, c'est pas demander 1 000 € de dommages et intérêts. C'est des millions d'euros que tu peux demander si tu est malade derrière une entrecôte que tu as mangée où il y avait une sauce qui n'était pas OK alors que tu avais demandé à ce qu'on te l'enlève. Donc, comme ils ont quand même très peur de ça, et aussi des bad marks, genre des bad reviews, ils ont peur qu'on leur mette des mauvaises reviews, etc. Donc, pour ces 2 raisons-là, ils sont très, très, très careful. Mais moi, je trouve que le résultat, en tout cas, c'est ce qui compte, c'est qu'ils le sont et que nous, du coup, je trouve qu'on vit mieux dans un système où les gens s'écoutent plus et où on voit qu'en fait, ça a plus d'importance. Ouais. Et je trouve qu'ils jugent moins aussi. Tu vois, en France, ils jugent zéro. C'est ça. T'es pas jugé pour tes choix, pour tes idées, pour tes croyances, pour ton régime alimentaire. Et enfin, moi, je le ressens très fort. Après, je vis pas ici, donc je sais pas si c'est. Ah non, c'est très, très, très fort. C'est puissant, mais moi, je trouve que c'est une des choses les plus puissantes ici, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Tu peux te balader en slip dans la rue. Les gens tournent pas la tête. Les gens ne rigolent pas. Les gens te prennent pas en photo. Les gens passent devant toi. Alors, d'un côté, ça peut être comme un désintérêt. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais quand je rentre en France, ça me choque tellement comment les gens se regardent entre eux. Tu vois, genre, tu portes une belle paire de bottes, une femme, elle va te dévisager. Mais pourquoi tu me demandes juste pas où je les ai achetées ? Tu vois, c'est cool. Tu me dis, tes bottes, elles sont belles, tu les as achetées où ? Tu vois, mais c'est ce qu'ils font ici, les Américains. Quand tu es dans la rue, I love your coat, I love your outfit, j'adore comment t'es habillée, j'adore tes baskets. Parfois, ils te demandent même la marque. Moi, j'enlève mon manteau, je regarde la marque, regardez, voilà, ils notent, c'est génial, c'est rigolo. Enfin, il n'y a pas besoin de mal se regarder parce que quelqu'un, il a peut-être un truc que tu aurais aimé porter et que finalement, par jalousie, tu vas. Ou que t'aimes pas. Une nana qui se balade avec un truc sur la tête chelou, en fait, personne ne regarde. Tu vois, par exemple, moi, j'ai les masques de LED. Et je m'amuse maintenant à mettre mes masques de LED dans des endroits incongrus. Par exemple, la dernière fois, je l'ai mis au supermarché, personne ne m'a regardé. Je l'ai mis dans l'avion, personne ne m'a regardé. Et j'ai posté la vidéo justement dans l'avion hier. Tout le monde m'a dit, mais quoi, mais personne n'a appelé le steward, personne n'a crié, personne. Genre, tout le monde te regarde en mode normal. Mais parce qu'en fait, c'est ça aux États-Unis. On a une vraie liberté d'être qui on est, physiquement, tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Après, le système de santé, là où il pêche, c'est qu'il faut avoir une très bonne assurance. Ouais. Si tu n'as pas une très bonne assurance, c'est très anxiogène parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne vont pas prendre ton assurance. Après, il faut toujours regarder si le médecin où tu veux aller, il prend ton assurance. Et même comme ça, tu finis avec des copay et des out of pocket, comme on appelle ici, donc des choses à payer en complément qui peuvent être genre immondes. Et en fait, à cause de ça, souvent tu ne te soignes pas. Parce que tu as tellement peur en fait de la bile, tu as tellement peur de la facture qui va arriver chez toi parce que tu peux jamais vraiment être sûr de ce qui va arriver. C'est ça qui est très chiant, c'est que c'est pas comme si on te dit bon, ça va te coûter 200 €, t'es OK que ça va te coûter 200 €. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que tu as les 200 €, t'es prêt à les payer. Sauf qu'ici, ça peut être 200, ça peut être 2000, ça peut être 20 000. Et ça arrive chez toi en mode, mais j'ai fait une prise de sang, quel rapport ? Pourquoi 3 500 €? J'ai fait une prise de sang, mais mais ça, c'était pas dans ton contrat, c'était pas dans ton machin. Moi, personnellement, je me laisse mourir ici. Donc, je ne me soigne quasiment qu'en France. Là où je paye, je dois le dire quand même, je veux le souligner, la sécurité sociale française. Je n'ai pas fait semblant que j'ai continué à vivre en France. Je paye plus cher, je suis à la CFE, à la Caisse française des étrangers. Je paye plus cher, mais je continue à avoir la sécu sociale qui me permet d'avoir mes traitements gratuitement. Parce qu'on ne pourra jamais avoir un système comme le système de la France. Je suis à 100% sur mes maladies avec le ticket exonérateur. Et du coup, mes injections qui coûtent quasiment 1 500 € l'injection sont remboursées entièrement. Je paye 0 €. Là où ici, je devrais payer au moins 300 ou 400 € par injection. Donc évidemment, 300 à 400 €, peut-être que tu peux te les payer, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, non en fait. Tu vois, là, je le vois pour mon genou, j'ai fait du PRP, j'ai pas pu aller en France. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Après, là, je savais ce que ça allait me coûter à l'avance et c'est ma dernière chance. Sinon, je dois faire un knee replacement. On doit remplacer tout mon genou avec de la ferraille, ce qu'on fait jamais aux gens de mon âge. Donc, évidemment, j'ai pris le risque. Et voilà, c'est peut-être mieux ça qu'un voyage ou autre chose. Mais effectivement, c'est très, très cher. Et il faut en être conscient que le système français, il est inégalé. Nulle part. Il y a personne, il y a aucun pays qui a un système aussi. En Belgique, peut-être. Ouais, peut-être. Mais tu vois, même le système européen, tu vois ce que je veux te dire ? Parce que, on parle de la France. Oui. Mais c'est vrai que ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Non, mais c'est ça. Et les médecins sont bons. Doctolib, là,
moi, je me suis rendu compte que j'ai été capable de planifier une échographie du genou. Quand ils m'ont dit que c'était pas bon, dans la même après-midi, j'ai planifié un IRM du genou et dans la même après-midi, j'ai vu un super médecin. J'ai fait ça dans une journée. Ici, tu mets 6 mois pour faire ça. Ouais. Tu vois, donc, et c'est hyper anxiogène parce qu'il faut faire passer 50 coups de fil. Tu vois, par exemple, là, j'ai une liste de to-do list que je dois faire. Il y a 3 médecins que je dois appeler et je repousse parce que je sais que ça va être long. Le coup de fil va être long, que je vais devoir rappeler, que je vais devoir envoyer ma carte d'assurance, qu'ils vont me dire « Ah ouais, mais ça fonctionne pas, il faut que j'appelle l'assurance ». Tu vois, tout ça, c'est des choses que vous n'avez pas en France et que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça permet de se soigner. Et que quand on a des maladies à vie, c'est dur parce qu'à un moment donné, on give up, on baisse les bras, on n'a plus envie de se soigner, on n'a plus envie d'aller chez le médecin, on n'a plus envie de faire attention à soi. C'est long, en fait. Parce que quand tu as une maladie à 1 an ou 2, bah, tu es hyper proactif, tu fais tout ce qu'il faut, etc. Mais quand ça fait 18 ans que tu es malade, y a un moment, la coloscopie de contrôle, le blood test, là, le contrôle sanguin, à un moment, j'en ai pas fait depuis peut-être 1 an, alors que tu dois faire tous les mois, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est juste que tu t'oublies. Et dans un système comme celui-là, tu t'oublies, mais big time. Voilà, je voulais juste terminer par ça parce que parce que parfois on se rend pas compte de la chance qu'on a aussi et qu'il y a plein de points positifs. Clairement, mais même pour les grossesses, pour tout, c'est vraiment mieux en France en général. Voilà, donc c'était le positif d'habiter en France. Même s'il y a plein de points positifs aux US, mais ce sera pour un autre podcast. Ouais, de toute façon, il y a des points positifs dans tout. Et comme tu dis, il faut juste faire en sorte de le voir et de le mettre en lumière. Et de surtout mettre ton attention sur le positif plutôt que sur le négatif. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce discours, de t'être ouverte à ce point-là, parce que je pense que c'était hyper intéressant, hyper émouvant, et je pense que ça va aider beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Merci beaucoup à toi de m'avoir donné la chance de pouvoir en parler, vraiment. Non, c'était trop chouette. Donc, si jamais on veut te retrouver, je mettrai ton arrobase dans la description, mais c'est @Charlotte Loves Shopping. Charlotte Loves Shopping. Voilà. Tout est dit. Voilà. Dans l'intitulé. Tout est dit. C'est comme Zoé No Gluten. Tout est dit. Voilà, c'est ça. C'est cash. C'est clair. Il n'y a pas de détour. Et je pense que tu réponds aux gens, tu fais tout le temps des lives et tout, t'es hyper abordable en plus. Donc, je réponds vraiment à tout le monde. Allez suivre Charlotte. Venez me suivre, vous serez contents sur ma page, c'est sûr. Il y a de la bienveillance. Voilà, comme chez Zoé. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important sur les réseaux, je crois. Voilà, merci beaucoup Charlotte si t'as écouté jusqu'ici. N'oublie pas de mettre 5 étoiles s'il te plaît sur le podcast, un like, un commentaire. 5 étoiles plus. Voilà, ça aide vraiment et ça permet au podcast de vivre et de toucher toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Ou même de commenter des gens qui peuvent être intéressés. Ouais, tout à fait. Très bonne idée Charlotte, bravo. Je rigole. Entre créatrices de contenu, on se comprend. Et je te dis... Je crois qu'on a des gâteaux à faire. On va aller les faire. Je te dis à mercredi prochain. Salut!